Human Resources Advising est une start-up créée en 2021 qui vous accompagne où que vous soyez et vous conseille dans votre développement personnel et professionnel. Nous vous accompagnons également dans la matérialisation de vos idées. Nous réunissons notre savoir-faire RH et juridique pour le développement de vos projets professionnels et personnels. Nos services: définition de carrière professionnelle, accompagnement à la recherche d'emploi, alternance et stage, accompagnement aux entretiens professionnels, conseil et réorientation d'études, mobilité internationale, notamment vers la France, coaching et développement personnel. Ensemble, nous créons votre identité de marque avec la déclinaison d'une vidéo de lancement, un logo, des backshots, des bannières réseaux sociaux, des supports de communication ainsi que des cartes de visite. Nos valeurs: écoute, conseil, réalisation. Avec Human Resources Advising, on vous garantit un accompagnement RH de proximité. Bonjour à tous, bienvenue sur Sunugal Chekanam, bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler justement du pouvoir des livres. Si vous vous en souvenez, j'avais créé une playlist qui s'appelle Le pouvoir des livres, une playlist dans laquelle j'évoque avec vous tous les ouvrages dont j'ai fini la lecture, qui m'ont plu, dont j'ai kiffé aussi la quintessence et la teneur de ces ouvrages-là. Et donc l'idée, effectivement, c'est de partager ces ouvrages-là avec vous afin qu'on suscite davantage l'intérêt autour du livre et de la lecture. Vous n'êtes pas sans le savoir, nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est super connecté, où les réseaux sociaux occupent une place très importante dans notre environnement, dans notre quotidien. Et donc, justement, trouver du temps pour lire est extrêmement délicat, extrêmement difficile. Et donc, cette playlist que j'appelle Le pouvoir des livres revient encore une fois autour de mes lectures. Et si j'ai la possibilité, j'invite justement leurs auteurs. Aujourd'hui, j'ai lu Douce Cacophonie, qui est un recueil de poèmes qui a été écrit en 2019 par un Sénégalais, El Hadj Ndongo Thioye, il s'appelle, dont j'ai l'honneur aussi de recevoir sur Sunugal Chekanam. El Hadj, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation et de parler de ton recueil de poèmes Douce Cacophonie. El Hadj, bien le bonjour à toi. Bonjour, cher ami Boka, et c'est moi qui vous remercie de m'avoir choisi comme invité dans cette émission pour parler peut-être pour la première fois en public de cet ouvrage qui est mien, Douce Cacophonie, parce que j'en parle très rarement. Et je crois que la présentation et l'introduction, j'allais dire, a été excellente. Et c'est moi qui vous remercie et merci beaucoup. J'ai envie de dire, est-ce que des cacophonies peuvent être douces? Oui, on pose certainement cette question à chaque fois que j'en discute avec un lecteur. Et moi, je vais dire le contraire aussi. Est-ce que des cacophonies peuvent être douces ou est-ce qu'une douceur peut être cacophonique? Et donc, les deux me vont très bien. En fait, s'agissant de ce titre, il s'agit un peu d'une figure de style qui s'appelle l'oxymore. Et l'oxymore, je crois que c'est l'un des plus grands charmes de la poésie ou des lettres. C'est le fait un peu d'allier deux mots ou deux expressions qui sont données à première vue comme paradoxes, mais qui sont en réalité des complémentarités. Et je crois que c'est ça l'idée de ce recueil, comment parvenir à allier deux mots qui sont donnés comme contraires dans la vie. Et je crois que c'est ça la vie. En fait, dans la vie, on est toujours dans cette dualité entre vie et mort, tendresse et violence, reconnaissance et ignorance. Donc, c'est un titre d'ailleurs qui résume en fait, notre caractère en tant qu'humain, qui est un peu bipolaire ou binaire, j'allais dire. Ou peut-être versatile. Pourquoi pas? Ça me rappelle effectivement les monologues du silence d'un ami qu'on a en commun, Papa Moussassi en l'occurrence. Donc, j'ai envie de dire, c'est une spécificité qui est propre aux poètes, en fait, d'user de l'oxymore, de cette forme de dualité pour renvoyer à des significations qui peuvent être à la fois peut-être difficiles à saisir ou peut-être même aussi faciles à saisir. Et justement, parlons de ce recueil de poèmes. Comment ça s'est passé le processus d'écriture, El Hadj? Oui, je fais un coup d'œil à mon ami, mon cher ami, Pape Moussassi, qui a produit un excellent recueil, Monologue du silence. En fait, comme toute entreprise d'écriture, hein, ça n'a jamais été facile, parce qu'il y en a même qui comparent l'écriture à l'enfantement. Et donc, il y a... C'est-à-dire Oui, à l'enfantement, en fait, c'est comme si une femme qui a porté un enfant pendant des mois, et à un moment donné de la vie, elle décide dans des moments douloureux
de donner naissance à son fils ou sa fille. En fait, je crois que l'écriture aussi, c'est à l'image de ça. Parce qu'en fait, comme on le dit très souvent, c'est une entreprise de production, de gestation même, j'allais dire. Parce que, comme on le dit très souvent, il n'y a pas un seul livre qui est écrit seulement par l'auteur lui-même. En fait, en tout cas, c'est ça ma conception. Parce que quand on écrit, il y a toutes les choses de la vie là qu'on a ramassées au cours de notre vie. Et c'est cet ensemble-là que l'on fait pour produire un recueil. Donc, c'est l'histoire du monde que l'on essaie de faire notre propre histoire. C'est pourquoi quand on parle d'un ouvrage ou d'une production intellectuelle, en fait, ça n'a jamais été facile parce qu'en fait, il y a des changements. Parce qu'en réalité, au début, je n'avais pas un projet de sortir un recueil, pour dire vrai. Je faisais juste par passion, j'ai commencé à écrire. Et je me souviens, un jour, je me suis réveillé et je me suis dit, en fait, je vais publier tous les textes sur Facebook, comme ça, j'en finis avec ces casquettes d'écrivain et de poète. Mais il y a un ami, celui qui a même assuré la postface du recueil, Mamadou Socrate Diop, l'auteur d'un excellent ouvrage, Les Étoiles de la Destinée, en fait, qui m'a un peu contré pour publier cet ouvrage. Mais ça n'a pas été facile au début parce que c'est des poèmes qui sont écrits entre la route Louga, Dakar, Colobane, Université Mariste, et surtout dans l'embouteillage de Colobane. C'est pourquoi l'idée même de 12 cacophonie, en fait, la plupart des poèmes ont été produits en même temps dans le bruit et à Colobane. En fait, l'idée était comment de montrer dans cette cacophonie-là de la ville, comment on parvient à produire quelque chose qui est si douce comme la poésie. Donc, une explication aussi du titre peut parvenir de là-bas. Mais la production n'a pas été facile parce que c'est des moments d'écriture. Et ce qui est plus simple, c'est les premières écritures. Après, il y a la collection. On essaie de peaufiner le texte. Et ça n'a pas été difficile. Mais si on est entouré d'excellents poètes, et d'excellents auteurs et d'excellents passionnés, donc le travail est moins difficile. Et tu l'as commencé du coup depuis le Sénégal, ce recueil de poèmes ou... Je l'ai fini même depuis le Sénégal avant de venir ici. Tu es arrivé en France depuis quand? Oui, je suis en France depuis septembre 2018 et j'ai fait un peu de management. Ça ne m'a pas plu à cause ou grâce même, j'allais dire, de ma formation purement littéraire. Et actuellement, je suis en train de finir un master en expertise en sémiologie et communication à Paris 5. Et donc, tu touches toujours les lettres, j'ai envie de dire, la sémiologie. Oui, les lettres et un peu de science du langage. C'est plus science du langage que lettres proprement dit. Dans l'épigraphe de ce poème, tu disais que tu n'as pas grandi avec la passion des lettres et de la poésie. Mm-hmm. Et finalement, tu en es arrivé à produire ce recueil de poèmes. Pour une personne qui n'a pas grandi avec la passion, comment ça s'est fait? Oui, en fait, je crois qu'on est dans un monde littéraire, entre guillemets, un peu narcissique. Et la plupart des auteurs, quand ils parlent, ils ont grandi avec les livres dans une ville qui n'a même pas de bibliothèque. En fait, à un moment de la vie, il faut être un peu sérieux et dire la vérité de la vie. J'ai grandi à Louga comme vous. Je crois qu'il y a une bibliothèque, hein, c'est la vérité. Donc, en fait, je ne peux pas me vanter. En fait, je n'avais pas un parent qui est instituteur ou une maman qui est institutrice. Donc, naturellement, comme l'histoire de beaucoup de Sénégalais, on ne grandit pas avec les livres. Mais en fait, c'est au fur et à mesure, et surtout avec le mouvement de rap, parce que j'avais deux grands frères qui étaient rappeurs. Donc, vers 16 ans, 17 ans, j'avais commencé à griffonner quelques textes de rap. Et après, j'ai arrêté. C'est en 2012 que j'ai repris. Et depuis là, la passion est venue. En fait, c'est comme si ce n'est pas moi qui suis allé vers la poésie ou vers la littérature, mais c'est le contraire. C'est l'inverse qui s'est produit. C'est peut-être les mots qui ont besoin d'être dits, d'être exprimés, qui sont passés juste par ma main ou par ma plume. Et c'est comme ça que je le résume. Et je crois qu'en fait, ce qu'il me fallait faire, c'est assumer. Assumer que je n'ai pas grandi dans un environnement plein d'ouvrages, mais c'est au fur et à mesure que la passion est venue et j'ai assumé cette passion. Et c'est aussi quelque chose pour montrer aux jeunes que ce n'est pas parce qu'on n'a pas grandi avec les livres qu'on ne peut pas devenir passionné des livres. Et mon cas est l'exemple le plus patent. Donc, c'est pour dire qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard d'être lecteur. Il n'est jamais trop tard d'être écrivain. Il n'est jamais trop tard de briller comme le soleil d'ailleurs. Étant donné que tu n'as pas grandi avec j'ai envie de dire, dans un environnement littéraire, linguistique qui a
fait de toi aujourd'hui ce que tu es devenu, un poète. Elle t'est venue donc comment cette fibre poétique? Ouais, en fait, comme je l'ai dit, hein, en fait, je crois que tout Sénégalais est naturellement poète. Tout Sénégalais. En fait, même dans notre environnement, si on voit les chansons africaines, sénégalaises, tout, en fait, naturellement, on a cette talent poétique. Mais comment en faire, en fait, je ne dirais pas un métier, mais une activité intellectuelle pour pouvoir produire des recueils? C'est comme ça que la question devrait se poser. Okay. Comment, ouais, en tant que poète, parce qu'en fait, à chacun de nous, il y a une partie de poésie. Ouais, il y a une partie tellement poétique, c'est en chaque Sénégalais. Et je crois, en fait, l'idée m'est venue en 2012, à la suite de décès d'un ami, Demba Diallo, paix en son âme, en Casamance. Il est décédé de manière si brutale. Ce jour-là, j'ai commencé à écrire sur la mort. Comme d'ailleurs, quand on écrit très souvent, c'est l'amour et la mort. Moi, j'ai commencé par la mort, et je termine par l'amour peut-être. En fait, c'est comme ça que c'est venu et j'ai commencé à griffonner quelques textes en 2012. À la suite, encore, j'ai arrêté. En 2015, lorsque je faisais la licence en lettres modernes, j'ai recommencé encore à écrire. En fait, mais je ne me sentais pas, entre guillemets, poète. Mais c'est en 2018 que je me suis dit, en fait, je fais ces textes, j'ai quelque chose à dire, et je vais essayer de les dire, de dire ces choses-là de la plus belle des manières. Et c'est comme ça que l'idée est née, et les gens m'appellent poète comme ça. Comment est-ce que tu définirais aujourd'hui ton genre poétique, Elhadj? Ouais, en fait, c'est une poésie, en fait, je ne dirais pas ma poésie, mais j'ai une façon de voir la vie. J'ai une façon aussi de le dire avec beaucoup d'ironie et beaucoup de charme, peut-être, avec toute modestie. Et ce qu'il y a à souligner, c'est qu'on n'est plus à l'ère des courants littéraires. On n'est plus symboliste ou romantique. En fait, la tendance ou la réalité du moment, c'est qu'on est tout à la fois. On est tout à la fois, mais je crois qu'en fait, la poésie que je suis en train de faire, d'ailleurs, et je l'assume, c'est une poésie d'amour avec grand A, d'amour de la vie, amour du sourire, amour de tout, et de la femme d'ailleurs, et surtout de cette dose de spiritualité qui est dans le recueil, qui traverse toujours le recueil, parce qu'en fait, pour moi, c'est ça, en fait, ce qui est à montrer dans ce recueil, parce que la plupart des poèmes sont dédiés à la femme. Et il y a d'autres poèmes aussi qui parlent de... On y reviendra d'ailleurs. Il y a beaucoup de poèmes aussi. Il y a des parties, j'ai envie de dire, à la fois. Ouais, dizaines de textes hein, parce que je l'ai dit, hein, en fait, j'imagine jamais de toute ma vie écrire un recueil sans parler femme. En fait, je préfère ne pas écrire qu'écrire un recueil sans femme. En fait, et ça, c'est ma position et je l'assume entièrement. Et je crois qu'en fait, ce qui est essentiel, est-ce que cela, excuse-moi de te couper, est-ce que cela veut dire que tu es Elhadj est un féministe, on va dire, ou pas? Oui, en fait, si féministe, c'est en fait défendre les droits des femmes. Quel homme serait, entre guillemets, assez bête de ne pas se réclamer féministe? Donc, si c'est en fait défendre les droits de celle-là qui a donné vie à l'humanité, naturellement, je suis féministe. Il y a eu en fait de très beaux hommages que tu as rendus à ta maman, à tes sœurs aussi, à la femme sénégalaise autour de sa danse. Je reviendrai sur le poème Djongama qui m'a à la fois fait rire et fait penser justement à la femme sénégalaise et à ce qui fait la quintessence ou les caractéristiques de la femme sénégalaise justement. On reviendra sur ce poème-là, Djongama. Si je reviens à la forme déjà de l'ouvrage, 12 cacophonies, c'est un ensemble de nuages là que je vois qui peut-être renvoie au ciel, qui renvoie à Dieu, qui renvoie à la divinité, parce que ce sont aussi des notions que j'ai revues, en tout cas des notions qui reviennent un peu partout dans l'ouvrage. Qu'est-ce que tu peux me dire sur, est-ce que ça a été, je veux dire, de ton imagination ou c'est la maison d'édition qui te l'a proposé et toi, tu as pu voir que ça te convenait justement, eu égard aux notions que tu développais? Oui, les deux à la fois. Parce que la maison d'édition, après avoir soumis le recueil, et après que la maison d'édition a accepté de publier le recueil, ils m'ont demandé de proposer une image. Je vais proposer la même image. Mais il y avait juste deux oiseaux, un noir et un autre blanc. Donc ça résume encore l'idée, parce qu'on voit juste le ciel qui est un peu éclairé, et les nuages un peu en bas qui est un peu sombre. En fait, c'est en réalité l'idée, et ça résume, entre guillemets, le titre parfaitement.
Parce qu'en fait, quand on voit la partie sombre, c'est comme quelqu'un qui quitte la société avec toute cette tromperie, toute sa lourdeur pour faire une sorte d'élévation vers le ciel. Et plus on quitte la terre pour aller vers le ciel, si je peux le dire ainsi, ou plus qu'on quitte l'environnement trompeux ou l'environnement de Satan pour faire une élévation vers Dieu, et plus on a de la lumière pour briller. Donc c'est ça qui résume en réalité en fait, la couverture. Et cette couverture-là, c'est ce qui revient dans tous les textes, parce que dans tous les textes, il y a cette dualité. En même temps, quand je parle de Dieu, il y a Satan à côté qui survit. Quand je parle d'Ève, il y a Adam à côté. Quand je parle de passion, de femme, il y a aussi cette dimension spirituelle. En fait, en même temps, quand je parle de femme, il y a deux femmes qui sont chantées dans le recueil. Parce que quand on dit Jongama, on renvoie à la femme avec toute sa sénégalité, si je peux le dire ainsi. Mais quand on parle de beauté, femme idéale, il y a une femme qui est idéalisée, je crois que c'est beauté céleste, en fait, qui parle encore de femme, mais sous une autre casquette. Donc, c'est cette femme-là qui est magnifiée, qui est valorisée, même si toutes les femmes sont valorisées. Mais il y a toujours cette dualité. En même temps, je parle de femmes de Jongama. En même temps, je parle de femmes célestes, qui sont en réalité des femmes comme toutes les femmes, mais avec cette dimension un peu spirituelle, je parle de femmes célestes. En même temps, je parle de pureté, en même temps, je parle de péché, de pardon. En fait, le recueil, ça se résume à ça. En même temps, je parle de zikr, en même temps, je parle de shirk. Donc, il y a toujours les deux facettes-là qui reviennent. Et ce qui résume d'ailleurs toute la couverture, qui sont en réalité l'intérieur même du texte. Ouais, effectivement, j'ai pu remarquer qu'il y avait tout le temps deux extrêmes qui sont montrés, à la fois peut-être Satan et Dieu, à la fois l'amour et peut-être la méchanceté, une société sénégalaise de détails, comme tu le dis, mais dont chacun essaie de montrer ses pulsions de Gaïndé Ndiaye, comme tu le dis justement. Et qu'est-ce que tu peux me dire sur ça, Elhadj? Quand tu dis que la société sénégalaise, c'est une société de détails où chacun essaie de montrer ses pulsions de Gaïndé Ndiaye, ça m'a beaucoup marqué ce passage. Oui, en fait, c'est dans le texte, je pense, 12 cacophonie, qui est le texte. C'est ça, justement, c'est ça. Qui donne son nom au recueil. Oui, c'est poème. Hein. Ouais. En fait, c'est quand on parle de Gaïndé Ndiaye, Ndiaga Ndiaye, il y a tout ça, parce que c'est les réalités de notre environnement immédiat. Et je crois que quand on parle de détails, en fait, c'est la réalité. Pour toi, la société sénégalaise, c'est une société de détails. On est trop dans les détails pour toi. On ne se focalise pas trop sur l'essentiel pour toi? Oui, en fait, la réalité, on suit juste les émissions littéraires, les émissions qui parlent de connaissances. Combien de personnes le suivent? Et on parle de buzz, combien de personnes... En fait, la réalité, ça se donne, quoi. Ce n'est pas quelque chose que l'on va chercher ailleurs, mais ça se donne. En fait, quelle place on donne à la connaissance, à la recherche? Donc, c'est une place très, très minime par rapport à tout ce qui est comme cacophonie, hein, comme débat. Et je crois qu'une sorte de réveil qui est en train d'être fait. Je crois que la jeunesse aussi, elle en est consciente. Elle commence à parler des choses tellement intéressantes. En fait, on est en train de discuter de livres. Peut-être il y en a des jeunes qui pensent à autre chose, mais en fait, il faut toujours être optimiste, mais on aime trop les détails en réalité. Ça me fait penser quand même à une question. Pourquoi le choix de l'édition de ce recueil de poèmes en France, étant donné que, j'ai envie de dire, tous les éléments qui sont abordés dans cet ouvrage sont des éléments qui touchent, qui impactent le réel sénégalais, comme tu l'as montré d'ailleurs, les vicissitudes, n'est-ce pas, du Sénégal. Pourquoi donc le choix de l'édition en France plutôt qu'au Sénégal, qui peut-être aurait pu permettre de toucher une cible beaucoup plus intéressante? Ouais, c'est d'abord un choix motivé par le voyage. Peut-être si je n'étais pas sorti du Sénégal, le recueil allait être publié au Sénégal. Mais je suis venu ici, en fait, pour dire la réalité, le monde de l'édition, c'est un monde tellement compliqué. Parce que je ne peux pas imaginer un auteur qui prend tout son temps, qui fait de la réflexion pour produire un ouvrage, et après, en fait, il va encore sortir de l'argent pour pouvoir être publié. Et si je vois une maison d'édition qui m'accepte de publier sans trop de frais, et il y a de la qualité, en fait, je ne suis pas dans ce nationalisme un peu borné, quoi. En fait, si les maisons d'édition aussi étaient aussi faciliter un peu en fait, les coûts de publication,
rien ne m'empêcherait de publier au Sénégal parce que je suis en train de travailler sur le deuxième recueil qui est fini et je compte le publier au Sénégal. À moins qu'il y ait une certaine difficulté par rapport aux éditions parce qu'en fait, on ne va pas prendre notre temps pour produire, pour passer des nuits d'écriture et après on sort de l'argent pour pouvoir être publié. Donc, c'est juste ça parce que j'ai vu une maison d'édition qui ne m'a rien demandé. Qui a pris l'engagement de publier tout le recueil. Si j'avais ça au Sénégal, je vais publier dès les mois à venir le deuxième recueil. Mais ce n'est pas toujours facile comme on Donc, Elhadj, on va aller maintenant dans le fond de l'ouvrage. Tu évoques des extrémités, des dualités. Tu parles de l'amour, tu parles de Dieu, tu parles de Satan, tu parles de la mort, tu parles de la femme sénégalaise, en fin de compte. Tu parles du Sénégal, si je puis dire. Tu dis une phrase qui m'a beaucoup marqué. Tu dis que ton univers poétique, c'est un univers qui est à la quête perpétuelle, à la quête sempiternelle d'amour et d'humanité. C'est ça que tu dis dans l'ouvrage. C'est ça ton univers poétique. Ouais, et je crois que c'est ça que j'ai fait dans toutes les dédicaces. Je dis soit bon voyage ou bienvenue dans mon univers poétique à la quête d'amour et d'humanité. En fait, je crois que le monde, il a tout en suffisance, cette dose d'amour et d'humanité. Et si on était absolument ou entièrement humain, beaucoup de choses n'allaient pas se passer. En fait, pourquoi les hommes s'entretuent pour juste un pouvoir éphémère, pour juste de l'argent qui est un bien qui est déifié. Donc, si on avait cet amour-là à partager, on souffrait moins dans la vie. Je crois qu'on manque cet amour-là et je crois que toute ma poésie se résumerait à ça. En fait, même quand je parle de haine, c'est une haine du mal. Donc, en fait, c'est le mal. Donc, quand on hait le mal, on est encore dans l'amour. Donc, et je crois que c'est ce qui manque à ce monde-là, un peu d'amour et un peu de spiritualité, parce qu'en fait, les politiques ont déjà atteint leurs limites dans ce monde. En fait, tout le monde a atteint ses limites, mais il reste juste cette dose-là de spiritualité. Et en fait, la spiritualité, pas du point de vue purement religieuse, parce que quand on parle de spiritualité, qui serait plus spirituel que Khalil Gibran? Qui serait plus spirituel que Charles Baudelaire, qui parle encore de cette dualité dans Les Fleurs du Mal. Mais je crois que la spiritualité, c'est cet élan d'amour qui parvient à concevoir l'autre comme une partie de nous-mêmes. En fait, si l'être humain se dit qu'en fait, on est tous humains, nous sommes tous dans le maillot même, dans la chaîne de l'humanité. Donc, chaque être humain est une partie de moi-même. On est dans cet élan d'amour, et c'est cet élan d'amour-là qui nous manque. Et c'est peut-être l'égoïsme et l'individualisme qui prennent la place à l'amour. Ça me fait penser à Thierno Bokertal, qui fut un grand soufi du Mali, qui disait qu'effectivement, les hommes qui vivent dans cette humanité devraient penser à un triptyque, devraient penser à un trident. Autrement dit, c'est l'amour, c'est la charité et c'est la fraternité. Ce sont des notions que je retrouve dans ton ouvrage, qui du reste sont des notions très, très intéressantes. On va prendre un poème Elhadj à la page 27. 27. On va aller à la page 27 Elhadj. 2-3 poèmes à la page 27 Elhadj. J'ai ce poème devant moi, Jongama Elhadj. Et c'est un poème qui m'a fait rire, qui m'a renvoyé clairement à la femme sénégalaise dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire. Tu dis, Elhadj, que Jongama Louga, ta belle démarche, pareille à celle de la petite gazelle des forêts d'Afrique, déclenche la mélodie de tes perles muettes, me rappelant les beaux souvenirs dans l'intimité loquace où se suspendent nos deux souffles. Ça me fait beaucoup rire. Ça me fait rire, moi aussi. Non, parce que ça me renvoie à des notions. Il y a une partie quand même de sensualité, mais qui est mélangée qui est due d'une telle façon. Enfin, c'est poétique, quoi, en fin de compte. C'est clairement poétique. Oui, et c'est toujours comme ça, quand je parle de femmes, il y a une certaine dose de sensualité. Et c'est la même chose quand tu parles de Linguère, à la page 51 aussi. Oui, Linguère. Tu dis, la poussière obéit à ses mouvements et se soulève quand les perles muettes rompent ainsi leur silence. C'est quoi ton problème avec les perles muettes, Elhadj? Oui, en fait, quand on est sénégalais,
on a au moins assisté à un événement de sabbat. Les perles mères, je rappelle, c'est les djali-djali, comme on appelle. Djali, ouais. En fait, on connaît tout ça et je crois qu'il y a, en fait, il y a quelque chose de très spirituel dans la danse. La danse, quoi. Je ne parle pas du fait d'exposer son corps, mais dans la danse, parce que c'est Léopold Sédar Senghor qui disait que quand on danse, on communique avec la terre. Donc, c'est une expression corporelle. Ce n'est pas quelque chose qui est un peu folklorique, mais il y a une dimension, je pense, spirituelle de communication avec la terre, avec l'humanité, avec l'univers dans la danse. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer, et surtout dans nos sociétés, et surtout avec la place aussi qu'occupe le griot, surtout. Ouais. Et quand on fait juste une analyse par rapport aux deux sociétés hier et aujourd'hui, on voit qu'il y a un certain glissement, toujours vers l'argent, quoi. Et le griot, en fait, il y a un poème qui est où je rappelais même les véritables fonctions du griot. Je crois que dans Sundiata, les premières lignes, ce que le griot a dit, en fait, ça, il faut le rappeler. Je suis diseur de vérité. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui flatte pour avoir de l'argent, mais c'est quelqu'un diseur de vérité. Et je crois qu'il faut le rappeler à l'histoire. La danse aussi, c'est une manière très pudique de faire une communication corporelle. Donc, il faut toujours rappeler que l'Afrique a toujours eu cette spiritualité, même dans tout. Qu'il soit la danse, qu'il soit toute forme de communication. Et on a commencé à le perdre de plus en plus. On commence à perdre cet talent de pudeur, de spiritualité. Et c'est ce que je voudrais juste montrer dans les poèmes. C'est pourquoi à chaque fois, quand je parle de femmes, je parle avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de sensualité et un peu d'ironie d'ailleurs. Il y a le contraste, en fait, effectivement, Elhadj, qui vient immédiatement après. À la page, par exemple, 65, tu dis « Hâte de me livrer à la gourmandise des vers, il suce gentiment ma peau jusqu'aux os. » Quand je te lis, sans la temporalité, ce qui nous entoure, on est un peu épicurien, si je peux dire, et à la fois, on bascule directement dans le monde des ténèbres, dans l'ombre, dans l'obscurité, tu vois. On part de la page 27 où tu évoques la danse, tu évoques l'amour avec une certaine façon. On bascule automatiquement à la page 65 où tu parles de mort, où tu dis « Hâte de me livrer au vers pour qu'il suce ma peau jusqu'aux os. » Ouais, c'est sacré dualité, même le titre le dit. Avec modestie, j'ai réussi quelque chose, c'est de perturber le lecteur. Et c'est ça mon objectif premier. Le fait de perturber le lecteur. Je parle de femmes, le lecteur se sent vivant. Et boum, je parle de la mort. En fait, c'est juste un rappel pour lui dire, en fait, tu es dans la vie, tu peux profiter des plaisirs de la vie, mais il y a autre chose. En fait, ce n'est pas la vie seulement qui est la quête fondamentale, mais il y a une autre vie vers laquelle l'homme doit se hisser. Et je rappelle toujours, c'est pourquoi quand je dis au ciel, je creuserai ma tombe. Très souvent, on creuse la tombe sur terre, mais au ciel, je creuserai ma tombe avec mon âme. Donc, ce n'est pas avec le corps qui m'est cher. Mon faible corps pourri tombe, se nourrit sur de ta propre chair. En fait, le corps, il se nourrit que de lui-même. Parce qu'on est terre et tout. En fait, on ne nourrit que ce qui sort de la terre. Donc, on se mange entre guillemets. L'homme se mange pour vivre. Mais il y a une autre vie qui est la vie de l'âme. Et cette vie-là, ça ne se trouve pas ici. En fait, tous les plaisirs de cette vie-là, ça ne se trouve pas ici. Il faut qu'il y ait une certaine élévation. Mais cette vie-là, ça se passe dans ce monde-là. C'est pourquoi c'est assez intéressant. Et le recueil, tout tourne autour en fait, de l'amour. Et ce qui est plus intéressant, la question, ce n'est pas si douce, cacophonie ou cacophonie douce, mais comment, dans le recueil, on parle des passions de la vie, de l'amour. Et comment on peut passer par l'amour, par les plaisirs de la vie, pour faire une ascension. C'est ça la réalité. Parce que quand on dit ascension, il y a un chemin par lequel on doit passer. Et je crois que moi, ce chemin-là, c'est l'amour. Et dans l'amour, c'est la femme. Donc, comment on peut ne pas laisser tous les plaisirs de la vie et en même temps, on fait notre ascension. Donc, c'est cette dualité-là. Et je crois que c'est ça qui donne force à l'homme. Ce qui fait la force de l'être humain, ce n'est pas de se focaliser seulement sur les plaisirs de ce monde,
Mais l'extrême aussi est à éviter. Pas de délaisser entièrement ce monde, mais comment on peut faire le puzzle. En même temps, on est un être humain ici de la Terre, mais en même temps, une partie de nous est au ciel. Donc, c'est ça ce qui résume d'ailleurs tout le recueil sur sacrée dualité. Et je parle aussi de narcissisme. Ouais, je parle de tout parce qu'en fait, à un moment de la vie, il faut se chanter d'ailleurs, pas par orgueil, mais quand je me chante, il y a toute une magie divine qui est derrière l'être humain, et c'est cette magie-là que je voudrais montrer. Et en même temps, on est narcissique. Mais il faut être conscient de ce narcissisme. Il faut être conscient surtout en fait, moi, en tant que poète, je suis conscient de mon statut de pêcheur, et je l'assume, je suis pêcheur, je l'ai dit dans tous les poèmes, et je vais continuer encore à le dire dans d'autres poèmes. Mais il faut assumer qu'on est d'abord pêcheur pour pouvoir demander le pardon. C'est très, très bien dit et cela me rappelle justement Imam Ghazali. Cela me rappelle Imam Ghazali qui disait justement qu'il faut interdire à l'âme déjà les choses permises afin qu'elle se défende des choses interdites. Et donc, voilà, quand on te lit El Hadj, quand on lit les 12 cacophonies, il faut justement être, j'ai envie de dire, sur le juste milieu. Il ne faut pas être dans les extrêmes. Il faut être sur le juste milieu. On est à la fois peut-être pécheur, mais il faut penser à se repentir parce que comme tu le dis si bien, cette vie n'est faite que de dualité. Hein? Cette vie n'est faite que de dualité. Tu peux assister à la naissance d'un petit garçon ou d'une petite fille aujourd'hui et demain assister à la mort de quelqu'un d'autre. Absolument, c'est ça la vie. La vie, elle est ainsi faite. Et là, il se fait un grand plaisir, en tout cas pour moi, de parler de ton recueil de poèmes. Peut-être on n'aura pas le temps de parler de tous ces beaux poèmes. J'ai envie de dire mon vilain rêve aussi qui m'a marqué, hein? D'autres rêves aussi que tu as dédiés à tes sœurs. Et là, quel est ton dernier mot? Merci beaucoup. Hein. Je suis très content de partager ce moment avec vous. Je n'ai même pas vu le temps passer. Je crois qu'on était juste à 15 minutes parce que le débat était si passionnant. Et merci encore d'avoir choisi ce recueil de cacophonie pour qu'on puisse en parler aujourd'hui. Et je vous encourage encore de continuer dans cette lancée pour faire briller les auteurs, la poésie, la vie et l'amour. Merci beaucoup, Séraphin. C'est moi, El Hadj, qui te remercie. Et à quand, du coup, ton deuxième recueil? Le deuxième recueil sera intitulé Cantique crépusculaire. Et c'est pas dans la même lancée, mais on a encore la dualité quand même. Je te souhaite une très bonne continuation. Écrire n'est pas facile. On passe des nuits à écrire. La réflexion intellectuelle, comme tu le dis, c'est un régal de l'esprit et des sens. Mais en tout cas, pour moi, ce fut un très grand plaisir d'avoir lu ton recueil de poèmes. L'objectif de Sunugal ca Kanam, c'est de promouvoir la connaissance. Parce qu'on pense très modestement, comme tu l'as si bien dit aussi à l'entame de tes propos, dans le contexte sénégalais, nous sommes très, très divertis. Et il faudrait à un moment donné que nous soyons conscients qu'il y a des enjeux qui sont fondamentalement importants, que nous traversons d'ailleurs, qui sont des enjeux de développement, qui sont des enjeux de production intellectuelle, parce que nous sommes des jeunes, et comme le dit si bien Fatou Sow Sarr, il faut que les jeunes commencent à produire, il faut que les jeunes produisent de la réflexion sur la société sénégalaise et sur notre façon aussi de voir le monde. Et moi, je te remercie. Et donc, encore une fois, cette playlist, Le pouvoir des livres, revient sur mes découvertes livresques. Le pouvoir des livres est en tout cas un outil qui me permet de susciter la lecture et l'écriture autour de cette communauté qui se regroupe sur Sunugal ca Kanam pour susciter encore une fois l'intérêt du livre et de la lecture. Parce qu'encore une fois, n'oubliez pas, comme le disait si bien Paul Desselman, il n'y a que deux choses dans cette vie et l'âge qui peuvent changer un être humain. C'est comme tu le dis, soit la découverte d'un grand amour ou la lecture d'un grand ouvrage. Et donc, sur Sunugal ca Kanam, nous préférons que ce qui nous fait avancer, en tout cas, est caractéristique avec la découverte d'un ouvrage. Merci beaucoup. J'espère que ce contenu vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager les propos d'El Hadj. Et je vous recommande aussi 12 cacophonies, qui est un excellent recueil de poèmes. El Hadj, merci à toi. Merci à vous pour ce moment de poésie.